Je reprends après une pause. C'est donc la deuxième partie du cours de traduction dans l'histoire littéraire consacré à la circulation et aux traductions du Trobar au Moyen Âge dans le bassin méditerranéen. À une époque contemporaine de celle qui est passée à l'histoire comme l'âge d'or du grand chant, des troubadours, la reprise de ces formes et de ces motifs ailleurs, sur le territoire que nous appelons aujourd'hui Europe, n'advient pas de façon anodine. L'intertexte de la lyrique troubadouresque est toujours appelé en cause en réponse à un débat qui est avant tout politique. Le lieu poétique devient alors la scène détournée ou affichée au XIIIe siècle son appui ou son opposition au pouvoir représenté par la papauté. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de ce cours, Guilhem IX d'Aquitaine, au moment où il pense à la fondation d'une cour d'amour, d'une cour poétique d'amour autour de soi, la cour de Poitiers, ce qu'il essaye de faire, c'est de constituer un pouvoir politique qui soit l'autre du pouvoir politique de l'Église. Et donc, les troubadours qui constituent, qui instaurent la tradition du trobar, attribuent à la dame tous les attributs de l'Église. C'est-à-dire que la dame est ce qui règle, l'élément régulateur de la vie de la cour, de la même façon dont jusque-là l'Église avait été le seul élément régulateur de la vie des cours du Moyen Âge. Vous voyez, par la cadence des fêtes religieuses et également par l'organisation de la semaine avec des moments comme les messes ou toute la scansion de la vie, qui est aussi une vie religieuse chrétienne catholique au Moyen Âge. Guilhem IX d'Aquitaine, en inventant la cour d'amour et le trobar, euh, constitue un pôle de vie autre que celui de la vie religieuse catholique, et ainsi faisant instaure un pouvoir politique qui s'oppose à celui de l'Église. Donc une cour d'amour est une cour euh, qui, qui admire la dame de loin, hein, voilà. Donc on a aussi cette idée que nous n'avons pas encore étudiée dans la première partie de ce cours. Heu, Très souvent, ce qu'on attribue comme, disons, prédicat à l'amour des troubadours est le titre d'une célèbre canso de Geoffroy Rudel, qui est la canso de l'amour de loin. Une dame, l'objet du chant du troubadour, est toujours un être inatteignable par son corps. Le troubadour chante un amour qui ne se consomme pas physiquement. Et la dame est donc un objet d'une telle admiration qu'à la description qu'en font les cansos, elle est toute faite de lumière. Son corps n'est jamais véritablement décrit. La dame ne se donne pas au troubadour. En revanche, ses apparitions, les fêtes qu'elle annonce,
ces promenades à l'intérieur du château, ces apparitions, c'est ce autour de quoi commence à se régler la vie des cours provençales. Ce mode de vie est un mode qui a une valeur politique, un sens politique. C'est un mode de vie qui s'oppose à celui de l'Église. Pourquoi? Parce que le troubadour n'est pas le mari de la dame, premier élément, vous voyez? Donc, cet amour est un amour qui s'oppose à celui du mariage chrétien. Il n'y a pas de consommation, donc il n'y a pas d'adultère à proprement parler, mais le cœur de la dame appartient au troubadour. Et la dame est toujours mariée à un seigneur ou à un chevalier. Donc, au moment de la fondation de la société européenne, hem, la poésie, naît de pair avec, en quelque sorte, l'instauration d'une définition de l'amour qui n'est amour que à un endroit particulier qui est celui de la sortie du mariage, vous voyez? De la sortie de la consécration du mariage. L'amour entre le troubadour et la dame est toujours un amour pardon, c'est une citation lacanienne là, est toujours un amour, extra conjugal et donc Guilhem IX d'Aquitaine instaure un mode de vie qui s'oppose à celui de l'Église et nous verrons que, Heu, à l'époque, de la cour de Frédéric II de Hohenstaufen en Sicile, heu, Frédéric II de Hohenstaufen appelle autour de soi des poètes qui sont aussi des fonctionnaires de son État et ces poètes reproduisent le schéma des cours que nous appellerons aussi par la suite courtoises et que cette constitution d'une cour de poètes qui chantent l'amour auprès de l'empereur est aussi une façon d'affirmer un pouvoir d'opposition à celui de l'Église romaine. Il semble alors important, avant de montrer la façon dont les chansons des troubadours circulent dans l'espace européen, de rappeler une lutte militaire, politique et culturelle qui anima la vie des cours des villes italiennes de l'époque, qui vit s'affronter d'un côté la dynastie des Guelfes, vous écrivez W-E-L-F, donde sont le nom Guelph, G-U-E-L-F, et la maison impériale des Hohenstaufen, vous écrivez H-O-H-E-N-S-T-A-U-F-E-N, dont le cri de guerre était Waiblingen, qui a donné le nom de Gibelin, qui se traduisit sur un plan politique en une opposition entre le pouvoir de la papauté, qui soutenait la maison des Guelfes, et en était soutenu en retour, et celui de l'empire représenté par la dynastie des Hohenstaufen. Dans la première moitié du XIIIe siècle et précisément après 1220, grâce à Frédéric II de Hohenstaufen, empereur et puis roi des Romains, naît, se développe et s'affirme dans l'Italie méridionale ce qui a été défini comme le premier État moderne d'Europe pour sa structure savamment érigée sur les bases du pouvoir personnel de Frédéric II et sur le complexe réseau bureaucratique de son administration. C'est également le moment de la naissance de la poésie italienne, dans les perspectives d'une véritable école poétique, liée au milieu de la cour et institutionnellement dirigée entre les limites régionales de ses origines et vouée à récupérer et à réélaborer les formes culturelles d'un passé récent ou plus éloigné.
Un rapport étroit unit la fondation d'un nouvel État qui transforme la Sicile en capitale d'un empire et la naissance d'une cour littéraire qui librement, sur un terrain laïque et profane, accueille les motifs de l'amour provençal et les unit à ses propres intérêts littéraires. Je fais ici référence aussi à un texte très important sur les origines de l'école sicilienne, intitulé en italien Le origini e la scuola siciliana, d'Emilio Pasquini et Antonio Enzo Quaglio, publié aux éditions La Terza en 1971. Frédéric II, qui est né à Iesi, dans la région des Marches en Italie en 1194, et qui meurt au château de Fiorentino près de Foggia en 1250. Il fut roi de Sicile de 1197 à 1250 et empereur germanique de 1220 à 1250, fils de Henri VI de Hohenstaufen, poète lui aussi, et de Constance de Sicile. Les idées de Frédéric II, sa personnalité extrêmement originale, sont souvent à l'origine de véritables scandales pour son époque. Personnage symbole du royaume de Sicile, où s'entrecroisaient les influences normandes, byzantines et islamiques, il nourrit une curiosité d'esprit universelle, parle plusieurs langues, le latin, le grec, l'hébreu, l'allemand, le normand, le sicilien et l'arabe. Il s'intéresse à la grammaire, à la rhétorique, à l'astrologie, à la médecine, aux sciences naturelles. Il est l'auteur d'un traité de fauconnerie, De arte venandi cum avibus. À sa cour, l'on retrouve des savants juifs et arabes, et les étudiants de Master 2 le savent, puisque cette partie consacrée à la présence des intellectuels juifs et arabes auprès de la cour de Frédéric II de Hohenstaufen a été traitée l'année dernière dans le même cours. Et donc, à sa cour, à la cour de Frédéric II de Hohenstaufen, on retrouve des savants juifs et arabes. Lui-même, Frédéric II, étudie la philosophie d'Aristote et d'Averroès. Il manifeste quelques scepticismes en matière religieuse et une sympathie certaine envers l'islam. Par contre, il persécute cruellement les hérétiques chrétiens, d'autant plus que c'est là le seul domaine où il peut s'accorder sans dommage avec la papauté. Frédéric structure le royaume de Sicile comme une monarchie centralisée. Pardon, comme une monarchie centralisée. Parfois, c'est l'italien qui revient. J'étais en train de vérifier que j'étais bien en train d'enregistrer. Donc, Frédéric structure le royaume de Sicile comme une monarchie centralisée, l'État le plus moderne de son temps, qui lui procure les ressources nécessaires à ses guerres, abolissant les privilèges, développant les monopoles royaux, renforçant la fiscalité. Il donne au pays, par les constitutions de Malfi en 1231, une législation relativement uniforme qui lui assure une autorité absolue. La fondation de l'université de Naples a surtout pour but, dit-on, de lui fournir des juristes et des fonctionnaires capables et soumis. Nous avons vu l'année dernière que cela est
Faux, c'est-à-dire que c'est un discours que l'on tient, sur la fondation de l'université de Naples, qui était donc, selon un certain nombre d'historiens, un lieu où Frédéric II de Hohenstaufen formait les juristes et les fonctionnaires de sa cour et les formait surtout, à la connaissance, du droit et à la soumission. En réalité, ce qu'on apprend en travaillant, de façon plus approfondie, sur, disons sur cette période et sur les raisons qui conduisirent, hem, Frédéric II à la fondation de l'université de Naples, on comprend qu'il s'agissait là de la fondation d'un lieu d'irradiation de la pensée d'Aristote vers, dans les territoires que nous appellerions aujourd'hui les territoires de l'Europe centrale et du Nord et aussi de l'Italie du Nord, bien entendu. Hem, Frédéric II de les intellectuels réunis à la cour de Frédéric II de Hohenstaufen apportent avec eux, le savoir des textes d'Aristote traduits en arabe, qui donc sont à nouveau retraduits, sont traduits vers le latin et vers d'autres langues vernaculaires, vers l'hébreu, vers le sicilien, le toscan et ainsi de suite. Et à partir donc de la cour de Frédéric de Hohenstaufen, où on étudie les thèses aristotéliciennes, commence une véritable irradiation de la pensée d'Aristote. Vous voyez une translatio, c'est-à-dire c'est un immense travail de traduction et d'irradiation de la pensée d'Aristote dans la totalité des territoires que nous appelons aujourd'hui les territoires de l'Europe. Admiré par ses contemporains pour ses talents politiques et pour sa culture, Frédéric II de Hohenstaufen est connu sous le nom de Stupor Mundi, puisqu'il résumait en sa personne le sens profond de la valeur de la première poésie italienne. En réalité, l'ampleur de ses intérêts littéraires et de ses connaissances culturelles garanties par ses liens avec les sages et les philosophes de son époque, des scientifiques, des astronomes, des mathématiciens, constitue le cadre idéal avec la renaissance de sa maison royale à l'accomplissement d'un rêve gibelin, donc d'un rêve lié à l'opposition politique à l'Église de Rome. La présence déterminante de l'empereur dans l'histoire de la première poésie italienne est apparemment prouvée par sa production lyrique en vulgaire, qui est toutefois faiblement représentée dans les chansonniers qui nous sont parvenus. Et à ce sujet, pour les italianistes parmi vous, je me permets de signaler la parution toute récente. Je viens de recevoir hier l'ouvrage qui vient de sortir, paru aux éditions Salerne, d'un ouvrage, donc une anthologie des poeti della corte di Federico II, édité par Donato Pirovano, qui a également édité l'anthologie des poètes du doux style nouveau, et avec une ample introduction qui parle de la fonction politique et littéraire de Frédéric II de Hohenstaufen dans la fondation de la cour des poètes siciliens. Et donc voilà, c'est paru, donc ça vient de paraître en 2020, introduction et édition de Donato Pirovano, des poeti della corte di Federico II, Salerno Editrice, Roma. Plusieurs pistes conduisent les chercheurs à penser que ce fut Frédéric II même qui prôna la reprise des formes et des contenus de la lyrique troubadouresque. L'empereur avait vu
en Allemagne, les mêmes formes pénétraient les vers des Minnesänger, les troubadours allemands, avec lesquels il avait été en contact direct. À son retour en Italie en 1220, bien avant qu'il ne devienne roi, il avait été triomphalement accompagné par des poètes provençaux qui très probablement influencèrent et affinèrent son goût littéraire. Rien n'empêche de penser que l'empereur même ait, au début, indiqué à sa cour le modèle poétique de la lyrique provençale, qui par sa langue et ses thèmes se montrait docile à une greffe en terre sicilienne. Il ne faut pas, par ailleurs, exagérer le trait d'un portrait qui le verrait tel un grand poète, parce qu'en réalité, les critiques disent, enfin du moins les critiques de la deuxième moitié du XXe siècle disent qu'il fut médiocre compositeur. Si l'on entend Donato Pirovano dans la dernière édition donc des poètes de la cour de Frédéric II, Donato Pirovano essaye de mettre en valeur tout de même les facultés poétiques de Frédéric II de Hohenstaufen, donc quelque chose qui est à mon sens un peu de l'ordre de la comparaison avec la figure de Guilhem IX d'Aquitaine. Réunis autour de l'empereur, nous retrouvons entre 1220 et 1266 un groupe de poètes, presque tous fonctionnaires et pardon, et dignitaires, qui reprennent les formes et les thèmes de l'amour chantés par les troubadours 20 ans auparavant. La lyrique troubadouresque fut considérée par la Magna Curia sicilienne, c'est ainsi qu'on appelait la cour de Frédéric II de Hohenstaufen, Magna Curia. Donc la lyrique troubadouresque fut considérée par la Magna Curia sicilienne un exercice de style raffiné, une forme spirituelle de l'expression littéraire. C'est du moins la thèse qu'avance Pasquini et Quaglio lorsqu'ils travaillent sur la cour de Frédéric, sur les poètes de la cour de Frédéric II de Hohenstaufen. En réalité, au fur et à mesure que j'avance dans les études sur la poésie de la cour sicilienne, ce dont je m'aperçois, c'est que il ne s'agit pas tout simplement d'une traduction répétition du répertoire provençal, mais d'une véritable création de nouvelles formes poétiques et d'une nouvelle langue poétique qui fondera par la suite toute la tradition poétique italienne, et nous le verrons tout à l'heure, puisque le passage par la cour de Palerme est un lieu fondamental, enfin, est une étape obligatoire fondamentale pour comprendre ce qui adviendra en Toscane au XIIIe siècle avec la création du groupe de la première avant-garde poétique européenne, celle du doux style nouveau, il dolce stile novo. Les modèles provençaux transitent par la Sicile et remontent vers la Toscane. Et donc la canso troubadouresque permet la composition par exemple des sonnets siciliens qui sont donc repris par les Toscans, et donc de la canso naissent d'autres formes poétiques, notamment le sonnet et puis la canzone toscana. Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'au lieu de penser, de continuer de penser que les Siciliens reproduisent platement le répertoire provençal, il faut plutôt commencer à dire ou commencer par croire que ici, traduction veut dire création. Dans la Sicile du XIIIe siècle, traduction veut dire création. Outre l'empereur, ses fils,
le roi Enzo et le roi Manfredi, mais encore des poètes célèbres comme Pierre della Vigna, Jacopo da Lentini, Guido delle Colonne, Rinaldo d'Aquino, Giacomino Pugliese et d'autres devinrent les représentants d'une culture laïque. Oui, parce que la cour d'amour est une cour laïque qui s'oppose au pouvoir de l'Église et donc une culture laïque qui s'opposait à une tradition dominée par le pouvoir de l'Église. Les poètes de la cour de Frédéric II contestaient le pouvoir et la richesse de l'Église. Leur œuvre est la première que l'on puisse véritablement considérer comme production artistique en vulgaire italien. Le répertoire de l'école qui s'en tient aux thématiques de l'amour courtois et troubadouresque, à la louange de la femme aimée, à l'amour considéré comme asservissement, aux souffrances de l'attente et de l'amour de loin, à la peur de manifester l'amour, au regret des joies d'amour perdues, est malheureusement euh, faible dans ce qui nous est arrivé par rapport à ce qui aurait pu être au moment de sa composition. Il faut tenir compte de l'intention ouvertement imitative des poètes de la cour de Frédéric II, là où imitation ne veut dire pas vaine reproduction, mais vraiment création. Vous voyez, l'imitation est ici une sorte de traduction. Euh, Cela implique, une, disons un ajustement de l'expérience poétique des troubadours, hein, à l'expérience autobiographique des poètes de la cour de Frédéric II, qui se trouvent parfois projetés dans un idéal poétique qui est celui d'une nature provençale qui ne correspond pas à la nature sicilienne. Et alors, nous trouverons souvent chanter dans les compositions poétiques siciliennes une nature qui ressemble davantage à la nature, enfin, à la nature provençale que à la Sicile et à son paysage euh, plutôt semi-désertique. Dans tous les cas, plus aride que ne l'est celui de la Provence. Un paysage méditerranéen, certes, mais plus méridional que ne l'est celui de la Provence. La présence des modèles troubadouresques dans la lyrique sicilienne peut être perçue et déterminée dans un écho direct et dans les correspondances textuelles précises entre les deux productions poétiques, la production sicilienne et la production provençale. En général, les poètes siciliens doivent à la lyrique provençale l'objet de leur chant monocorde qui tourne autour de l'amour dans l'acception courtoise du terme, dans un nombre plutôt limité de situations. Et c'est une critique qui a été souvent adressée à l'école sicilienne, celle d'avoir reproduit par des exercices de style, un répertoire désormais dépourvu d'un message poétique original. Toutefois, en défense de la production poétique sicilienne, il est important de remarquer que la reprise de la lyrique troubadouresque et des formes qui la véhiculent constitue, de la part de Frédéric II, un acte avant tout politique. Il s'agit, en opposition à la tradition italienne qui ne connaît qu'une production en langue latine, d'affirmer l'importance de la langue, ou pour mieux dire, des langues vulgaires italiennes. Et donc l'acte de Frédéric II de Hohenstaufen anticipe celui de Dante dans le De Vulgari Eloquentia. C'est-à-dire que
à l'endroit où, au moment où Dante chante les louanges des langues vulgaires à ceux qui ne souhaitent s'exprimer qu'en latin, eh bien, il serait possible de reconnaître un héritage qui est celui déjà de l'expérience de vie politique et poétique de Frédéric II. S'il est vrai que la cour de l'empereur Frédéric a pour siège la Sicile, les représentants de sa poésie viennent au contraire de toutes les régions de la péninsule italienne et cela contribue à faire de la lyrique sicilienne un véritable premier essai d'écriture en langue vulgaire italienne. Le choix de la reprise d'une tradition en langue vulgaire, celle de la langue occitane des troubadours, n'est donc pas anodin. Il fait signe vers l'affirmation d'une libération de la langue, du joug du pouvoir de l'Église dont découlait une tradition littéraire en langue latine. L'obéissance au modèle troubadouresque signifie avant tout pour les Siciliens la possibilité de faire correspondre les expériences lyriques à une haute discipline stylistique, de faire converger leur culture scientifique et rhétorique, bien ancrée dans la tradition latine, autour d'un centre idéal d'élégance formelle, de décor expressif, de noblesse stylistique. L'originalité des poètes siciliens réside dans l'éloignement progressif des références réalistes, l'éloignement de toute allusion topique. Comme je le disais tout à l'heure, la référence au réel se raréfie pour céder la place à l'abstraction du sentiment amoureux, parce qu'en fait, le lieu provençal est un lieu idéal. Les poètes de la Magna Curia, certains d'entre eux, c'est des troubadours qui viennent de Provence et qui donc peuvent vivre le souvenir de la Provence perdue, mais les autres ne peuvent se réfugier que dans un idéal poétique qui est celui de la nature provençale, qui se raréfie de plus en plus et qui laisse déjà percevoir la poétique toute, j'ose vous dire, toute philosophique du doux style nouveau dont je parlerai tout à l'heure ou alors dans le prochain cours si je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. À la différence des troubadours qui, dans leur production poétique, hem, reflètent la vie des cours provençales, les intérêts politiques, les goûts et les aspirations de leurs contemporains, les Siciliens se détachent complètement du contingent pour une conception de l'art comme évasion du réel, de la poésie comme Olympe artisanal, du métier de poète comme moyen pour éteindre euh, le, le domaine de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la poésie devient une extension du domaine de la vie, un agrandissement pardon, un agrandissement du domaine de la vie. Et de cela découle le manque presque total dans une école formée de fonctionnaires et de dignitaires, de professionnels de la vie publique et politique, de références historiques. D'ici aussi le renvoi à une tradition provençale classique plutôt qu'à celle qui leur est contemporaine et la reprise de modèles précieux mais non pas hermétiques
C'est-à-dire que s'il est vrai que dans la tradition du Trobar, du grand chant, il existe 2 traditions qui sont d'un côté, d'un côté la tradition, du Trobar clus, c'est-à-dire du Trobar difficile, du Trobar, philosophique, hein, qui porte sur la définition de l'amour dans un sens que l'on pourrait déjà appeler philosophique, euh, et de l'autre côté un trobar leu, c'est-à-dire un trobar léger, un trobar qui chante clairement un amour facile à entendre. La tradition provençale se réclame plutôt de cette deuxième partie, avec quelques exceptions bien entendu, c'est-à-dire qu'elle cultive un chant d'amour qui est un chant agréable et facile de compréhension. Euh, donc, plus qu'une, je cite ici Emilio Pasquini et Antonio Enzo Guaio, plus qu'une directe opération mimétique, les Siciliens visent une nouvelle création originale des thèmes troubadouresques, en exploitant la technique des paradigmes pour dessiner leur monde poétique, constitué d'entités atemporelles, d'objets éternels, de métaphores fixes, d'allusions savantes, de figures intellectuelles. Fin de citation, c'est moi qui traduis de l'italien. Par ailleurs, à la différence des troubadours, les poètes de la cour de Frédéric II ne sont pas tous poètes de métier, au contraire, ils sont tous fonctionnaires de la cour et la poésie est leur moment de détente, n'est pas leur profession. Alors on pourrait dire ça et en même temps on pourrait dire le contraire, c'est-à-dire qu'il serait possible de dire que la cour de Frédéric II de Hohenstaufen est ce moment unique dans l'histoire politique occidentale où pour la première, seule et unique fois, euh, un pouvoir institutionnalisé est représenté par des fonctionnaires qui sont choisis par leur faculté à être également non seulement des fonctionnaires politiques, mais surtout des poètes et des intellectuels. Et je trouve que ce n'est pas disons, un élément moindre pour l'analyse de cette période historique, surtout pour nous, parce que ça nous permet de comprendre à quel point, à l'aube de l'histoire des langues que nous pratiquons aujourd'hui, il existe un lien très proche entre la naissance de la langue et la composition poétique. J'ajouterai à l'enregistrement de ce cours un fichier qui donnera un exemple de lyrique sicilienne authentique dans les vers de Stefano Protonotaro, qui est un poète de la cour de Frédéric II de Hohenstaufen. Mais n'ayant pas trouvé une traduction française de ce poème, je vous la proposerai dans sa langue originale en l'accompagnant d'une explication par Stan. Je lis donc au moins, alors ce que je peux faire avec vous, c'est ce que je voudrais faire avec vous si j'y arrive. Déjà, c'est un partage d'écran pour vous montrer donc un, ouais, est-ce que je fais un partage? Oui, je fais probablement un partage d'écran avec vous déjà immédiatement pour vous montrer voilà, pour vous montrer la composition que je peux lire avec vous. C'est une composition de Stefano Protonotaro en sicilien.
Vous pouvez entendre donc, lire, le sicilien médiéval: "Per meo cori alligrari, che molto longiamenti, senza allogranza e gioi d'amori è stato. Mi ritorno in cantari, ch'a forzi levimenti, da dimoranza torneria inusato di lu troppo taciri. E quando l'uomo ha ragioni di diri, ben di cantare e mostrare allegranza, che senza dimostranza, gioi si ria sempre di poco valore, dunque ben di cantari ogni armaduri. E sì per ben amari cantao giugiusamente, che avessi in alcun tempo amato, ben lo diveria fare, plui dilettuosamente, eo chi son di tal donna innamorato, d'unghi e dolci placeri, pregio e valenze, giugioso pareri e di bilizzi cut'abbondanza che illume pir semblanza, quand'eu la guardo sentir la dolçuri chi fa la tigra in illi miraturi. On va lire l'explication donc linéaire du poème que j'ai faite pour vous, pour réjouir mon cœur qui a été longuement sans allégresse et joie d'amour. Je reviens à chanter, composer des poèmes, parce que peut-être facilement, si je doutais, je pourrais revenir à l'habitude de trop me taire, ne pas composer de poèmes, mais lorsqu'un homme a donné de bons arguments pour son activité poétique, il doit bien chanter et montrer son allégresse parce que sans démonstration, la joie, l'amour aurait toujours peu de valeur. Donc bien doit chanter quiconque aime. Et si en nourrissant un véritable amour, quelqu'un qui est aimé à une quelconque époque chanta joyeusement, à plus forte raison, je devrais le faire avec plaisir moi, qui suis amoureux d'une telle femme qui possède de doux agrements, valeur, vertu et joyeux aspect, et une telle abondance de beauté qu'il me semble, quand je la regarde, d'éprouver la douceur qu'éprouve le tigre en se regardant dans le miroir. C'est une histoire, celle du tigre qui se regarde dans le miroir, très ancienne, que l'on fait remonter au vide sur laquelle sans doute je reviendrai. Mais alors, donc, je vous enverrai donc même l'explication formelle. Là, vous voyez dans le partage d'écran des notes, vous voyez la forme. Cette chanson présente une France de 2 pieds, des identiques, ABC, et une sirma, D-D-E-E-F, qui se termine à la provençale avec un congé, qui répète le schéma de la sirma dans les coblas en unisonance. Bon, vous voyez bien hein, ce qu'on peut faire comme description formelle des poèmes, c'est un peu ce sur quoi je travaille tout le temps. Hem et pour vous donner une idée de ce que c'est que le congé, on peut le regarder ici dans la cobla dans la strophe 6. «E si pir suffiriri ni per amar lialmenti e timiri, homo acquistau d'amor gran beninanza, di Dio avir confortanza, eu che amo e timo e servivi a tuturi, cilatamente plui, chi altro amaduri.» Et si pour avoir été patient et avoir aimé loyalement et pour avoir été soumis, quelqu'un a acquis un grand bien-être d'amour, à plus forte raison, je dois être réconforté moi,
qui aime et suis soumis et est toujours servi en secret plus que tout autre amant. Alors, un certain nombre déjà de signifiants, mais de thèmes sont repris tels quels de la lyrique provençale et traduits en sicilien. Si je reviens à la première cobla, e quando l'uomo ha ragioni di diri, ben di cantare e mostrare allegranza, che senza dimostranza gioia si ria sempre di poco valori. Vous voyez ces vers que je suis en train de souligner ici en rose. Ce sont, des vers qui, parlent du transfert culturel provençal en Sicile. Hem, il porte une thèse fondamentale de l'amour provençal que l'amour, qui est ici traduit littéralement du provençal en sicilien joy, et qui d'ailleurs est très difficile à traduire dans les langues, modernes contemporaines parce que le joy est l'union indissoluble, de la joie et de la souffrance d'amour et ça ne se trouve tel quel. Alors on peut aussi dire en français le joie, en marquant bien qu'il s'agit, d'un signifiant, masculin. Le joy, je dirais aussi, c'est, donc on a appris à le traduire par joie en ne gardant que la partie gaudium latin de ce signifiant. En réalité, c'est un signifiant intraduisible de la poésie provençale qui dit, heu, la joie et la souffrance à la fois. Et là, la traduction non seulement est, traduction du signifiant, joy littéralement, hein, c'est un transfert culturel du joy du provençal vers le sicilien, mais c'est l'idée, hein, la translatio de l'idée que, l'amour, le joy a un prezzo, c'est-à-dire a une valeur, qui est une valeur donnée par le fait qu'il est exprimé de façon poétique. C'est-à-dire que sans monstration, sans démonstration de l'amour grâce à la forme poétique, amour ou joy n'a strictement aucune valeur. C'est là, nous avons un exemple immédiat du passage de des topoi de la lyrique provençale à la lyrique sicilienne. Et vous voyez aussi que Joy se retrouve encore dans cet adverbe qui accompagne le chant, cantau giugiosamente, que j'ai dit chanta joyeusement, cantau giugiosamente, mais vous voyez bien que là, il y a répétition du syntagme de joie, vous voyez, c'est-à-dire que le chant est toujours accompagné en Provence comme en Sicile par le joy. D'ailleurs, le joy pour les Provençaux est ce qui tient vive la lampe d'amour. Amour est représenté par une lampe, la lampa, qui est aussi la lampe qui est allumée par la dame dans la nuit, dans le château, et qui est aussi la lampe qui illumine la chambre du château dans laquelle se réunissent de façon secrète le troubadour et la dame, juste pour se regarder et non pas pour s'unir de façon charnelle.
et le chant, c'est-à-dire la poésie, est tenu par le Joy et donc vous avez cette expression: "E si per bene amari cantao giugiosamente", hem, c'est, si, pour, bien aimer, et si, en nourrissant un véritable amour, quelqu'un qui est aimé à une quelconque époque chanta joyeusement, à plus forte raison je devrais le faire avec plaisir, moi qui suis amoureux d'une telle femme qui possède doux agréments, valeurs, vertus et joyeux aspects. Et vous le voyez ici: "Uomo che avessi in alcun tempo amato, ben l'udivi affari plui dilettusamente, eu, c'est moi, eu, chi son di tal donna innamorato, d'unghie e dolci piaceri, pregio e valenza". Alors là encore, nous avons un signifiant qui est un calque, une traduction littérale du provençal. Le pregio est le pretz provençal que vous écrivez en provençal, Pretz, le pretz, et qui est la valeur qu'une dame possède auprès de la cour, et cette valeur est donnée par la faculté que la dame a à se dérober, mais aussi par sa clarté, sa douceur. Et là, on voit bien hein, la, la beauté, la valeur. Alors, Jujutsu, vous voyez, Jujutsu pariri e di bellizzi. Alors, vous l'avez ici, donc, une femme qui possède de doux agréments, valeurs, vertus et joyeux aspect. Juju pariri, juju pariri. Et ce aspect joyeux fait partie du pretz, de la valeur de la dame. Mais ici encore à nouveau, traduction et du signifiant de joy, le, le G le J, pardon, le J de joy se retrouve, donc se dissémine dans le poème pour rappeler que ce qui est important, ce qui compte dans le chant d'amour est que celui-ci soit porté par le joy, le joie, l'union indissoluble de la joie d'aimer et de la souffrance de porter ce sentiment. Et dans ce chant d'amour qui, dès le départ, confond le ressenti personnel dans une dialectique qui en découle et qui est plus vaste, le poète ne s'abandonne pas à l'effusion sentimentale dans la description de la femme aimée ou dans la représentation des effets d'amour. Il hésite dans la savante comparaison centrale qui est menée selon le goût narratif des bestiaires de l'époque et représente la clé de voûte pour le passage à une contemplation plus intime de l'amant. Alors, vous voyez donc ici, on a dit, le tigre se regarde, hein, je sentir la dulzuri chi fa la tigra in illu miraturi, chi si vidi li vari molto crudi alimenti sua noritura, chi illa nutricato, e si bonu li pari mirarsi dolcimenti dintro uno speclu chi li estia mostrato, chi l'ublia si guiri. Così, me dolci mia donna vidiri, che le guardando metto in ubblianza tutta autra mia intimidanza, sicché istanti mi feri so amori, d'un colpo chi in avanza tutti suri. Et donc, quand je la regarde, hein, il me semble d'éprouver la douceur qu'éprouve le tigre en se regardant dans le miroir, parce qu'elle se voit soustraire fort cruellement sa créature qu'elle a nourrie,
Mais il lui plaît tellement de se regarder avec douceur dans un miroir qui lui est montré qu'elle oublie de la suivre. De la même façon, il m'est doux de voir madame parce qu'en la regardant, j'oublie toute autre préoccupation, tellement l'amour pour elle me frappe immédiatement, d'un coup, qui devient toujours plus grave. Et ici, le ton se lève vers une représentation iconographique d'amour qui vient de la tradition troubadouresque. Amour est armé d'une lance qui arrive à la poésie occitane à travers le mythe d'Achille. Et la lamentation se réfradit en affrontant le débat sur l'allégeance amoureuse qui permet au poète de décrire son espoir. Ehm, di che eu potia sanari molto leggeramente, solo chi fussi alla mia donna grato, meu serviri e pinari, meu dutto fortimenti, chi quando si rimembra di suo stato, non li dia displaciri. Ma se questo potessi adveniri, Camori la ferissi di la lanza, che mi fere mi lanza, ben crederia guarir di mei dolori, ca sintiramu in gualimenti arduri. Puriammi laudari d'amori bonamenti, com'omu da lui ben ammiritato, pardon, ma beni da blasmari amor virasimenti, quando illo da favor dall'uno lato e l'altro falanguiri, chi si lamanti non sa soffriri, di sia d'amari e perdi sua speranza. Ma io soffro in usanza, che ho visto adesso a buon soffririturi, vinciri prova ed acquistare onori. Mm? De ce coup, blessure, je pourrais guérir très facilement si seulement madame aimait ma soumission et mon souffrir. Mais je suis fermement convaincue que lorsqu'elle s'apercevra de sa véritable nature, de la véritable nature de mon amour, cela ne lui déplaira. Mais s'il peut arriver qu'amour la frappe avec la même lance avec laquelle il me frappe et blesse certainement, je croirais guérir de mes souffrances parce que nous sentirions de la même façon, autant moi qu'elle, ardeur d'amour. Je pourrais me vanter remarquablement d'amour comme un homme hautement favori par lui, mais il faut bien véritablement, avec raison, blâmer beaucoup amour lorsqu'il favorise l'un des deux amants et fait souffrir l'autre. Parce que si l'amant ne sait être patient, désire aimer, mais perd son espoir. Mais moi, j'ai l'habitude d'être patient. Parce que j'ai toujours vu que celui qui a su être vraiment patient a gagné l'épreuve à laquelle l'a soumis amour et a acquis honneur. Et enfin, j'en arrive à ce point de la lecture parce que pour vous dire qu'en fait, nous sommes là face à la traduction de tous les éléments qui font la particularité de la lyrique troubadouresque et qui se trouvent ici confiés au vulgaire sicilien dans donc opéré de la cour de Frédéric II dans la première moitié du XIIIe siècle. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois sur, je pense que je voudrais faire quelque chose sur la circulation encore mondiale du grand chant dans la littérature contemporaine. Je vous remercie. Au revoir.